Je m'appelle Emma Collins, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que les personnes qui étaient censées m'aimer le plus me protégeraient toujours. Je n'aurais pas pu avoir plus tort. 14 jours avant mon mariage, mes parents nous ont invités, mon fiancé et moi, à ce qu'ils ont appelé un dîner de famille. Ils ont insisté sur le fait que c'était leur façon de célébrer avant que le chaos du mariage ne commence officiellement. Ma mère avait même l'air inhabituellement chaleureuse au téléphone. « Venez samedi soir », a-t-elle dit. « Ton père veut passer un peu de temps avec vous deux avant le grand jour. » J'aurais dû me méfier. En grandissant, la gentillesse de mes parents était toujours conditionnelle. Chaque compliment était suivi d'une critique. Chaque célébration devenait en quelque sorte la leur au lieu de la mienne. Pourtant, je me suis convaincu que peut-être cette fois serait différente. Peut-être avait-il enfin accepté la vie que je m'étais construite. Je voulais y croire. Quand Daniel et moi sommes arrivés chez eux ce soir-là, tout semblait parfait. La table à manger était décorée de porcelaine chère, de fleurs fraîches et de bougies scintillantes. Ma mère nous a accueillis avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Vous êtes magnifiques tous les deux », a-t-elle dit. Daniel l'a remercié poliment en posant une bouteille de vin sur le comptoir. Le dîner a commencé tranquillement. Nous avons parlé du lieu du mariage, de la liste des invités et de nos projets de lune de miel. Mon père parlait à peine. Il s'est contenté d'observer Daniel tout le temps, presque comme s'il attendait le moment parfait. Puis c'est arrivé. Mon père a lentement posé sa fourchette et a regardé directement Daniel. « Il y a quelque chose que tu mérites de savoir avant d'épouser ma fille. » La pièce est instantanément devenue silencieuse. Daniel l'a regardé calmement. « Qu'est-ce que c'est ?» L'expression de mon père s'est durcie. « Emma te ment depuis le tout début. » J'ai senti mon estomac se nouer. Avant même que je puisse parler, ma mère s'est penchée en avant. Elle a eu un bébé quand elle avait 18 ans. Un autre silence douloureux a rempli la pièce. Mon père a continué sans montrer la moindre émotion. Elle est tombée enceinte, a essayé de piéger un homme pour qu'il l'épouse, et quand ça a échoué, elle a abandonné son propre enfant. Elle n'a même jamais regardé en arrière. Chaque mot m'a frappé comme un couteau. J'ai fixé mon assiette, non pas parce que ce qu'il disait était vrai, mais parce que je ne pouvais pas croire que mes propres parents étaient prêts à détruire mon avenir juste pour protéger les mensonges qu'ils avaient passé des années à créer. Puis ma mère a chuchoté quelque chose qui m'a fait encore plus mal. Si elle abandonne sa propre fille une fois, elle te fera la même chose un jour. Je m'attendais à ce que Daniel ait l'air choqué. Je m'attendais à des questions. Je m'attendais même à ce qu'il s'en aille. Au lieu de cela, il a tranquillement tendu la main sur la table et a pris la mienne. Sa prise ne s'est jamais relâchée. Je sais déjà. Mes deux parents se sont figés. Quoi ? A demandé ma mère. Daniel les a regardés avec une confiance totale. Je le sais depuis plus d'1 an. Aucun d'eux ne savait quoi dire. Tout leur plan s'était effondré en une seule phrase. Mais je suis restée silencieuse parce que Daniel en savait beaucoup plus qu'il ne le réalisait. Il connaissait la grossesse. Il connaissait l'adoption. Il connaissait chaque nuit blanche que j'avais passée à me blâmer. Et plus important encore, il savait que rien de tout cela n'avait été mon choix. La vérité était quelque chose que mes parents n'avaient jamais imaginé. Au cours des 6 derniers mois, alors qu'il croyait le passé enterré pour toujours, Daniel avait discrètement cherché quelqu'un. Quelqu'un que je pensais ne jamais revoir. Quelqu'un pour qui j'avais pleuré pendant 8 anniversaires. Quelqu'un que je croyais ne jamais connaître mon nom. Ma fille, la petite fille que j'ai tenue moins de 2 minutes avant qu'elle ne soit arrachée de mes bras. La petite fille que mes parents m'ont forcé à abandonner parce qu'ils se souciaient plus de leur réputation que de mon bonheur. Ils avaient convaincu tout le monde, y compris moi, qu'une adoption fermée signifiait qu'il n'y aurait jamais d'autre chance. Ils avaient tort, très tort. La personne qu'ils ont passé 8 ans à essayer d'effacer de ma vie était plus proche qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Et dans quelques jours à peine, elle entrerait dans notre dîner de répétition, non pas comme une étrangère, mais comme la preuve vivante que chaque mensonge que mes parents avaient raconté était sur le point de s'effondrer. Avant que je vous raconte comment tout a atteint ce moment incroyable, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Laissez votre ville et votre pays dans les commentaires. J'aime toujours voir jusqu'où ces histoires voyagent à travers le monde. Maintenant, pour comprendre pourquoi mes parents détestaient tant la vérité,
nous devons remonter à près de 9 ans, à un froid après-midi d'hiver où je n'avais que 18 ans. Retourner au moment où un test de grossesse positif a changé le cours de toute ma vie. À l'époque, je croyais que ma mère m'aiderait. Au lieu de cela, je lui ai sans le savoir donné un contrôle total sur mon avenir. Le test de grossesse était posé sur le comptoir de la salle de bain pendant que je restais là, incapable de respirer. 2 lignes roses, si petites, si ordinaires, mais assez puissantes pour changer la direction de toute ma vie. J'ai vérifié à nouveau les instructions, convaincu d'avoir fait quelque chose de mal. Puis j'ai vérifié le calendrier sur mon téléphone. J'ai compté les semaines 2 fois. Rien n'a changé. Le résultat était réel. J'avais 18 ans, étudiante en première année d'université et j'étais enceinte. Pendant près de 30 minutes, je suis resté sur le sol froid de la salle de bain à essayer de comprendre quoi faire ensuite. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Mon esprit a parcouru un millier de possibilités, mais chacune se terminait de la même manière, par la peur. La personne que j'aurais dû appeler en premier était Daniel. Il méritait de savoir. Il aurait répondu. En y repensant maintenant, je sais qu'il aurait traversé l'État au milieu de la nuit si je l'avais demandé. Mais la peur ne vous laisse pas toujours prendre des décisions intelligentes. Au lieu de cela, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Je suis rentré chez moi pour le dire à mes parents. Quand ma mère a ouvert la porte d'entrée, elle a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. « Emma, que s'est-il passé ?» J'ai fondu en larmes avant même de pouvoir parler. « Je suis enceinte. » Pendant une seconde, elle m'a regardé fixement. Il n'y a pas eu de câlin, pas de mots réconfortants, pas de questions pour savoir si j'allais bien. Au lieu de cela, son visage est devenu étrangement calme. « Alors, tu as réussi à gâcher ton avenir. » Ce furent les premiers mots qu'elle a prononcés. Je me souviens avoir cligné des yeux, incrédule. « Je ne sais pas quoi faire, ai-je murmuré. « Tu feras exactement ce que ton père et moi te dirons. » Sa voix était froide, contrôlée, presque répétée. Ce soir-là, mon père est rentré du travail. Ma mère a répété tout ce que je lui avais dit. Il n'a pas crié. Il n'a pas frappé la table. D'une certaine manière, c'était encore pire. Il m'a simplement regardé et a dit, « Cette famille a une réputation. » Rien d'autre. Pas une seule fois ils ne m'ont demandé comment je me sentais. Pas une seule fois ils n'ont posé de questions sur le bébé. La conversation ne portait pas sur mon avenir. Elle portait sur la protection du leur. Le week-end suivant, ils m'ont informé que je prendrais un congé de l'université. Je n'ai jamais accepté ça, ai-je protesté. Tu n'as plus le choix, a répondu mon père. En quelques jours, ils avaient contacté mon université sans ma permission. Ils ont prétendu que je faisais face à de graves problèmes de santé et que j'avais besoin de m'éloigner de l'école. Et c'est comme ça que mon éducation a disparu. Puis est venue l'étape suivante, Daniel. Mes parents savaient qu'ils ne pourraient pas me contrôler s'ils restaient dans ma vie. Un après-midi, ma mère est entrée dans ma chambre en tenant mon téléphone. Il a encore appelé. J'ai tendu la main pour le prendre. Elle l'a retiré. Tu n'as pas besoin de distraction. S'il te plaît, laisse-moi lui parler. Non. Elle a répondu à chaque appel elle-même. Quand Daniel a envoyé des messages demandant ce qui se passait, elle a répondu en se faisant passer pour moi. Elle lui a dit que j'avais besoin d'espace, que je ne l'aimais plus, que notre relation était terminée. Je n'ai découvert ces messages que des années plus tard. À l'époque, je croyais qu'il avait simplement arrêté d'essayer. Pendant ce temps, Daniel croyait que je l'avais abandonné. Mes parents avaient réussi à détruire les deux côtés de la relation. Les semaines se sont transformées en mois. La grossesse est devenue impossible à cacher. Je quittais rarement la maison. On a dit aux voisins que j'étais parti vivre avec des parents. On a dit aux amis de l'église que j'étudiais à l'étranger. Chaque mensonge leur facilitait la vie. Chaque mensonge rendait la mienne plus petite. Parfois, tard dans la nuit, je m'asseyais près de la fenêtre de ma chambre et j'imaginais Daniel frapper à la porte d'entrée. Je l'imaginais demander des réponses. Je nous imaginais nous enfuir ensemble, mais il n'est jamais venu. Non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce que mes parents s'étaient assurés qu'ils ne connaissent jamais la vérité. Au fur et à mesure que ma grossesse avançait, j'ai commencé à parler à mon bébé chaque fois que j'étais seul.
Je ne sais pas ce qui va se passer, murmurai-je en posant ma main sur mon ventre. Mais je t'aime déjà. Ces conversations silencieuses sont devenues les seuls moments où je me sentais encore sa mère. Un soir, j'ai surpris une conversation de mes parents en bas. Nous avons déjà parlé à l'agence, a dit ma mère. La famille adoptive est parfaite. Mon cœur s'est arrêté. Agence? Famille adoptive. J'ai dévalé les escaliers. Quelle agence? Ils m'ont tous les deux regardé. Mon père a répondu sans émotion. L'agence d'adoption. Non. J'ai secoué la tête encore et encore. Non, vous n'êtes pas sérieux. Tu as 18 ans, a répondu ma mère. Tu n'as pas de travail, pas de diplôme, pas d'avenir. Ce bébé mérite mieux. Je peux l'élever. Non, tu ne peux pas. Je travaillerai. Non. Je partirai. Tu ne le feras pas. Chaque réponse que je donnais avait déjà été rejetée avant que je ne parle. Ce n'était pas une discussion. C'était une décision qu'ils avaient déjà prise. Pendant des semaines, je les ai suppliés de reconsidérer. Chaque conversation se terminait exactement de la même manière. C'est ce qu'il y a de mieux. Mieux pour qui? Certainement pas pour moi. Certainement pas pour la petite fille qui grandissait en moi. Au 8e mois, mes plans pour la chambre de bébé étaient devenus des rêves secrets cachés dans un vieux carnet. J'avais écrit des dizaines de noms de bébés, rempli des pages de petits croquis de ce à quoi sa chambre pourrait ressembler. Je me demandais si elle aurait mon sourire ou les yeux de Daniel. Je n'ai jamais eu la chance de le découvrir, car pendant que je rêvais de ramener ma fille à la maison, mes parents planifiaient secrètement le jour où ils l'emmèneraient pour toujours. Si cette histoire vous a touché jusqu'à présent, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Laissez votre ville et votre pays dans les commentaires. Il est toujours étonnant de voir jusqu'où ces histoires voyagent et les personnes merveilleuses qui écoutent du monde entier. Le jour où ma fille est finalement née, je croyais que le cauchemar était presque terminé. Je n'avais aucune idée. Il ne faisait que commencer. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du rythme régulier des machines et du bruit des infirmières marchant dans le couloir. Après 16 heures de travail épuisantes, j'ai finalement entendu le plus beau son que j'ai jamais connu. Le premier cri de mon bébé. Toute la douleur a disparu un instant. Félicitations, a murmuré l'une des infirmières avec un doux sourire. Vous avez une belle petite fille. Des larmes ont coulé sur mes joues avant même que je ne la voie. Une fille, ai-je demandé d'une voix tremblante. L'infirmière a hoché la tête. Une petite fille en bonne santé? J'ai tendu les bras instinctivement. S'il vous plaît, laissez-moi la tenir. Avant que l'infirmière ne puisse répondre, ma mère s'est interposée entre nous. Non. La pièce est soudainement devenue plus froide. L'infirmière avait l'air confuse. Excusez-moi. Ma mère a croisé les bras. Ce sera plus facile si elle ne s'attache pas au bébé. Les mots m'ont frappé plus durement que les contractions ne l'avaient jamais fait. Je suis déjà attaché à elle, ai-je pleuré. C'est ma fille. Mon père se tenait silencieusement près de la fenêtre, évitant complètement mon regard. La conseillère en adoption, qui attendait dans un coin avec un dossier à la main, a finalement parlé. Parfois, limiter le contact aide à faciliter la transition. Plus facile pour qui, ai-je demandé. Personne n'a répondu. Pendant un long moment, le silence a rempli la pièce. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. La jeune infirmière a regardé mon visage, puis mon bébé, et enfin de nouveau mes parents. Sans dire un autre mot, elle a soigneusement pris ma fille et l'a placée doucement dans mes bras. Je pense que chaque mère mérite au moins un moment, a-t-elle dit doucement. Ma mère a immédiatement protesté. Nous vous avions dit de ne pas le faire, l'infirmière l'a calmement interrompu. Elle mérite ça. Pour la première fois, j'ai tenu ma fille. Elle était minuscule, chaude, parfaite. Ses petits doigts se sont enroulés autour d'un des miens avec une force surprenante. Elle avait des boucles sombres reposant sur son petit front et une expression paisible qui a fait disparaître le monde entier. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Je suis tellement désolé, ai-je murmuré. Je suis tellement désolé. J'ai embrassé son front encore et encore, essayant de mémoriser chaque petit détail. La forme de son nez, la douceur de ses joues,
la petite tache de naissance près de son épaule, son petit sourire endormi. Je voulais que le temps s'arrête pour toujours, mais la vie ne nous donne pas toujours l'éternité. Après à peine 2 minutes, ma mère s'est éclaircie la gorge. C'est assez. L'infirmière a hésité. Puis, avec une tristesse évidente dans les yeux, elle a doucement soulevé ma fille de mes bras. Au moment où sa petite main a glissé de la mienne, c'est comme si quelqu'un m'avait arraché le cœur. Non, ai-je supplié. S'il vous plaît, juste 1 minute de plus. Personne n'a écouté. La conseillère a emporté le bébé vers la nurserie. J'ai regardé jusqu'à ce qu'elle disparaisse par la porte. C'était la dernière fois que j'ai vu ma fille pendant près de 9 ans. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé après avoir reçu des médicaments pour m'aider à dormir. La pièce semblait vide, trop silencieuse, trop propre. Le berceau à côté de mon lit avait disparu. Ma fille était partie. C'était presque comme si elle n'avait jamais existé. Le lendemain matin, une pile de papiers juridiques attendait à côté de mon lit. Les documents d'adoption. Ma mère a placé un stylo devant moi. Signe. J'ai fixé les papiers sans les toucher. Je ne peux pas. Tu dois le faire. Je ne veux pas de ça. La voix de mon père est restée calme. C'est déjà arrangé. J'ai regardé la conseillère. Il doit y avoir un autre moyen. Elle a soupiré. Légalement, ce processus a déjà avancé. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le stylo. Chaque signature ressemblait à un autre morceau de mon âme qu'on m'enlevait. Quand j'ai eu fini, j'ai repoussé les papiers et j'ai enfoui mon visage dans mes mains. Personne n'a célébré. Personne ne m'a réconforté. Ils ont simplement agi comme si une autre tâche avait été accomplie. De retour à la maison, tout ce qui était lié à mon bébé a disparu presque du jour au lendemain. La petite couverture que j'avais secrètement achetée avait disparu. L'ours en peluche que j'avais caché dans mon placard a disparu. Même le carnet où j'avais écrit des noms de bébés possibles s'est volatilisé. Quand j'ai demandé à ma mère où tout était passé, elle a répondu sans lever les yeux du journal. Tu dois passer à autre chose. Passer à autre chose. Comme si ma fille n'avait été rien de plus qu'une erreur embarrassante. Comme si devenir mère pouvait simplement être effacé. Les semaines qui ont suivi sont devenues la période la plus sombre de ma vie. Je mangeais à peine. Je dormais à peine. Certains matins, je ne pouvais même pas me forcer à sortir du lit. Le silence à l'intérieur de la maison est devenu insupportable. Chaque pièce me rappelait quelqu'un qui aurait dû être là. Je me réveillais souvent au milieu de la nuit parce que j'imaginais entendre un bébé pleurer. Pendant quelques secondes, je croyais vraiment qu'elle était à proximité. Puis la réalité revenait et le vide faisait encore plus mal. Finalement, mon médecin de famille m'a orienté vers un thérapeute. Au début, je ne voulais pas y aller. Que pourrait bien dire quelqu'un pour arranger ça? Lors d'une séance, ma thérapeute a posé une question qui a complètement changé ma façon de voir mon passé. Emma, croyez-vous avoir librement choisi l'adoption? Oui, ai-je répondu doucement. Elle m'a regardé pendant plusieurs secondes. Puis elle a doucement secoué la tête. D'après tout ce que vous m'avez raconté, je ne crois pas qu'on vous ait donné un vrai choix. Ces mots ont résonné dans mon esprit pendant des années parce qu'au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Je n'avais pas abandonné ma fille. Elle m'avait été enlevée par les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance. Au cours des 8 années suivantes, j'ai essayé de me construire une vie normale. J'ai terminé mes études d'infirmière, j'ai commencé à travailler dans un hôpital pour enfants, je me suis fait de nouveaux amis, j'ai souri quand les gens s'attendaient à ce que je souris. Mais chaque année, le jour de l'anniversaire de ma fille, je disparaissais. Je conduisais tranquillement jusqu'à l'hôpital où elle était née, je me garais dans le même coin du parking, je restais assise là pendant des heures et je me posais les mêmes questions. Était-elle heureuse? Savait-elle qu'elle avait été adoptée? Pensait-elle parfois à la femme qui l'avait tenue moins de 2 minutes? Je croyais que ces questions n'auraient jamais de réponse. J'avais accepté que certaines blessures ne guérissent jamais vraiment. Puis, un après-midi ordinaire à l'hôpital pour enfants, j'ai tourné un coin en portant des dossiers de patients et je me suis retrouvé face à quelqu'un que je ne m'attendais jamais à revoir. Daniel, l'homme que mes parents m'avaient convaincu de ne plus aimer. L'homme qui avait passé près de 9 ans à chercher la vérité sans même s'en rendre compte.
Je suis resté figé au milieu du couloir de pédiatrie. Les dossiers des patients ont failli me glisser des mains. Il était là, Daniel Brox. L'homme que j'avais aimé, l'homme que je croyais m'avoir oublié. L'homme que mes parents avaient effacé de ma vie près de 9 ans plus tôt. Il avait l'air différent maintenant, plus âgé, plus confiant. Le timide étudiant que j'avais connu était devenu un architecte à succès. Mais ses yeux, ils étaient exactement les mêmes. Pendant plusieurs longues secondes, aucun de nous n'a parlé. Un administrateur de l'hôpital qui se tenait à côté de lui a finalement rompu le silence. Emma, voici Daniel Brox. Son cabinet dirige le nouveau projet d'agrandissement de la pédiatrie. Daniel a souri doucement. Je ne pense pas que les présentations soient nécessaires. L'administrateur avait l'air confus. Vous vous connaissez? Daniel a laissé échapper un petit rire. Nous nous connaissions très bien. Après que l'administrateur s'est éloigné, un silence gênant s'est installé entre nous. Finalement, Daniel a parlé. Voudrais-tu prendre un café avec moi? J'ai regardé l'horloge. Il me restait encore 30 minutes avant mon prochain service. D'accord. Aucun de nous ne s'attendait à ce qu'une tasse de café se transforme en près de 4 heures de conversation. Nous nous sommes assis dans le café de l'hôpital pendant que nos boissons intactes refroidissaient lentement. Pendant un moment, nous avons parlé de choses ordinaires, de nos carrières, de la vie, des amis de l'université. Mais finalement, Daniel m'a regardé droit dans les yeux. J'ai besoin de te demander quelque chose. J'ai hoché la tête. Pourquoi m'as-tu quitté? La question que je redoutais depuis des années était enfin arrivée. J'ai baissé les yeux. Je ne t'ai pas quitté. Il a froncé les sourcils. J'ai attendu pendant des mois. Je sais. Tu as arrêté de répondre à mes appels. Je ne les ai jamais reçus. Son expression a changé. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pris une profonde inspiration. Mes parents ont répondu à chaque appel que tu as passé. Daniel m'a regardé sans ciller. Ils m'ont dit que tu ne voulais plus rien avoir à faire avec moi. Ils m'ont dit que tu m'avais quitté. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis, presque simultanément, nous avons tous les deux réalisé la vérité. Aucun de nous n'avait abandonné l'autre. Quelqu'un d'autre nous avait séparés. Mon Dieu, a murmuré Daniel. Ils nous ont menti à tous les deux. Des larmes ont rempli mes yeux. Ils ont menti sur tout. Pendant l'heure qui a suivi, je lui ai raconté presque toute l'histoire. Comment mes parents m'avaient retiré de l'université. Comment ils contrôlaient chaque décision. Comment ils avaient arrangé l'adoption. Comment j'avais tenu ma fille pendant seulement quelques précieux instants avant qu'elle ne disparaisse de ma vie pour toujours. Daniel n'a jamais interrompu. Il a simplement écouté. Secouant parfois la tête, essuyant parfois les larmes de ses propres yeux. Quand j'ai eu fini de parler, il a demandé tranquillement, « Sais-tu où elle est ?» J'ai secoué la tête. C'était une adoption fermée. Tu n'as jamais essayé de la retrouver? Je voulais le faire. J'ai souri tristement, mais je croyais qu'elle méritait une vie paisible. Daniel s'est adossé à sa chaise. Je ne pense pas qu'un enfant oublie d'où il vient. Je l'ai regardé. Tu le crois vraiment? Je le crois. Pour la première fois depuis des années, une petite étincelle d'espoir est apparue en moi. Au cours des mois suivants, Daniel et moi avons lentement reconstruit ce que mes parents avaient détruit. Nous n'avons pas précipité les choses. Aucun de nous ne voulait répéter les erreurs du passé. Au lieu de cela, nous avons recommencé en tant qu'amis. Nous nous retrouvions pour déjeuner après le travail, faisions des promenades le soir le long de la rivière, parlions de tout ce que nous avions manqué pendant ces années perdues. Plus nous passions de temps ensemble, plus cela devenait évident. Nous n'avions jamais cessé de nous aimer. Un soir, en nous promenant dans un parc tranquille, Daniel s'est soudainement arrêté. J'ai pensé à ta fille. J'ai souri doucement. J'y pense tous les jours. Et si elle te cherchait, elle aussi? J'ai imaginé ça des milliers de fois. Alors peut-être que tu ne devrais pas cesser d'espérer. L'espoir. Ce petit mot dangereux. J'avais passé des années à essayer de le détruire parce que l'espoir rendait la déception encore plus douloureuse. Je ne peux pas survivre à sa perte une deuxième fois, ai-je murmuré. Daniel m'a doucement serré la main.
Et si tu n'avais pas à le faire? Quelques mois plus tard, par une soirée enneigée de décembre, Daniel m'a invité sur le toit de son immeuble. Les lumières de la ville s'étendaient à l'infini sous nous. Une musique douce jouait depuis une petite enceinte. Des bougies vacillaient à l'intérieur de lanternes en verre pour les protéger du vent froid. J'ai ri. C'est incroyablement cliché. Je sais, a-t-il souri. C'est exactement pour ça que je savais que tu adorerais. Puis il a mis la main dans la poche de son manteau, s'est agenouillé et a sorti une magnifique bague en saphir. J'ai déjà perdu près de 9 ans avec toi. Sa voix tremblait. Je ne suis pas prêt à perdre un jour de plus. Emma Collins, veux-tu m'épouser? Je ne l'ai pas laissé finir. Oui. La réponse s'est échappée avant même que je réalise que je pleurais. Il a glissé la bague à mon doigt. M'a serré dans l'étreinte la plus forte que j'ai jamais ressentie. Pour la première fois depuis des années, mon avenir semblait enfin plus radieux que mon passé. Mais quelques semaines après nos fiançailles, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Un soir, nous étions assis dans mon appartement à discuter des plans du mariage, des listes d'invités, des fleurs, de la musique. Puis Daniel a soudainement posé une question. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Le moment de ta grossesse. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Étais-tu complètement sûr que je n'étais pas le père? Je l'ai regardé, confuse. J'ai toujours supposé que ce n'était pas moi, mais en étais-tu sûr? Je suis restée silencieuse. Pour la première fois, j'ai vraiment compté les dates, les semaines, les souvenirs. Lentement, mon expression a changé. Je ne sais pas. Daniel n'a pas paniqué. Il ne m'a pas accusé. Au lieu de cela, il est devenu étrangement pensif. S'il y a ne serait-ce qu'une chance, il a fait une pause. J'ai besoin de savoir. Un test ADN ne peut pas retrouver quelqu'un après toutes ces années. Peut-être pas aujourd'hui. Il a souri. Mais la technologie change tous les jours. J'ai ri doucement. Tu es impossible et têtu. J'ai appris des meilleurs. À mon insu, Daniel avait déjà pris une décision. Il n'allait pas rester les bras croisés à se demander pour le reste de sa vie. Il a discrètement commandé un kit de test ADN généalogique. Il m'a dit que c'était simplement parce qu'il voulait en savoir plus sur l'histoire de sa famille. Je l'ai cru. Je n'avais aucune idée qu'un petit tube en plastique allait découvrir une vérité enterrée depuis près de 9 ans. Et cela nous mènerait à la petite fille que nous avions tous les deux pleuré pendant près d'une décennie. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires. Et si cette histoire a touché votre cœur jusqu'à présent, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires inoubliables comme celle-ci. Daniel a posté le test ADN sans me dire ce qu'il espérait vraiment. Il a simplement souri et a dit qu'il était intéressant d'en apprendre davantage sur l'histoire de sa famille. Je l'ai cru. À ce moment-là, j'avais cessé de croire que les miracles arrivaient aux gens comme nous. Quelques semaines plus tard, les résultats sont arrivés. Daniel les a ouverts alors qu'il était assis à la table de la cuisine de mon appartement. Je l'ai regardé parcourir le rapport de ses origines. Irlandais, écossais, allemand, exactement ce à quoi il s'attendait. Puis il a vérifié les correspondances familiales. Rien. Pas de parents proches. Pas de liens inattendus. Il a essayé de sourire, mais je pouvais voir la déception se cacher derrière ses yeux. Je suppose que ça répond à la question, ai-je dit doucement. Daniel a hoché la tête. Peut-être, mais quelque chose dans son expression m'a dit qu'il n'abandonnait pas. Ce que je ne savais pas, c'est que les bases de données ADN sont constamment mises à jour. Chaque fois qu'une nouvelle personne soumet un échantillon, le système le compare automatiquement avec des millions de profils existants. Parfois, la vie change du jour au lendemain. Près de 6 mois plus tard, à des centaines de kilomètres de là, une autre famille prenait une décision qui n'avait rien à voir avec nous. Un couple marié nommé Sarah et Michael Turner avait toujours été honnête avec leur fille adoptive de 8 ans. Elle savait qu'elle avait été adoptée bébé. Elle savait qu'une autre femme l'avait mise au monde. Elle ne savait tout simplement pas qui était cette femme. Lors d'un de ses examens médicaux annuels, le pédiatre a posé une simple question. Connaissez-vous les antécédents médicaux de votre famille? Sarah a souri poliment. Malheureusement, non.
Elle est adoptée. Le médecin a hoché la tête. Un dépistage de santé par ADN pourrait aider à l'avenir. Ce soir-là, les Turner en ont parlé au dîner. Ça ne peut pas faire de mal, a dit Michael. Au moins, elle apprendra quelque chose sur ses origines. Leur fille a trouvé tout le processus excitant. Elle a ri en remplissant le tube de test. Je me demande si je suis secrètement parente d'une reine. Ses parents ont ri avec elle. Aucun d'eux n'avait la moindre idée de ce qui allait se passer. 3 semaines plus tard, le téléphone de Daniel a vibré alors qu'il terminait une réunion avec un de ses clients. Il a failli ignorer la notification. Au lieu de cela, il l'a ouverte. Nouvelle correspondance familiale proche trouvée. Son cœur s'est immédiatement mis à battre la chamade. Il a tapé sur l'écran. Le profil appartenait à une fillette de 8 ans vivant dans le Massachusetts. Prédiction de la relation, fille possible. Daniel a admis plus tard qu'il avait regardé l'écran pendant près d'1 heure sans bouger. Il a lu les informations encore et encore. Puis un détail a attiré son attention. Année de naissance, tout s'est soudainement emboîté. Le moment, l'âge, le lieu. Pour la première fois en près de 9 ans, l'espoir est devenu réel. Mais Daniel a refusé de me le dire immédiatement. Il me connaissait trop bien. Si la correspondance s'avérait fausse, cela me détruirait à nouveau. Alors, au lieu de cela, il a discrètement engagé un enquêteur professionnel spécialisé dans les réunions de famille biologiques. En quelques jours, l'enquêteur a réussi à recueillir légalement des informations publiques liées à la correspondance ADN. Le rapport n'était pas très épais, mais chaque page rapprochait Daniel de la vérité. Le nom de la petite fille était Olivia Turner. Elle vivait avec 2 parents adoptifs aimants. Elle fréquentait l'école primaire juste à l'extérieur de Boston. Elle adorait dessiner. Elle jouait du violon. Elle voulait devenir vétérinaire un jour. Et puis Daniel a atteint la dernière page. Il y avait une photo d'école récente. Il m'a dit plus tard qu'au moment où il l'a vue, il a oublié comment respirer. Elle avait mon sourire, ses yeux, des boucles sombres, la même petite tache de naissance près de l'épaule que j'avais décrite des années plus tôt en pleurant en thérapie. Daniel n'avait pas besoin d'un autre rapport ADN. Il savait quelle était notre fille. Quelques jours plus tard, il m'a invité à dîner. Au moment où je suis entré dans son appartement, j'ai remarqué que quelque chose était différent. Il avait l'air nerveux, presque ému. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il m'a tendu son téléphone. J'ai besoin que tu regardes quelque chose. J'ai fixé l'écran. Une correspondance ADN. Le profil d'une petite fille. J'ai froncé les sourcils. Je ne comprends pas. Continue à lire. Alors que je continuais à faire défiler, mes mains ont lentement commencé à trembler. Fille possible, Massachusetts, 8 ans. Puis Daniel a placé une photographie devant moi. J'ai regardé la petite fille souriante. Tout autour de moi a disparu, la pièce, la table, les murs. Rien n'existait à part son visage. J'ai fondu en larmes avant de pouvoir m'arrêter. Elle est magnifique. Daniel s'est agenouillé à côté de moi. Je pense que nous l'avons retrouvée. Je ne comprends pas. J'ai engagé quelqu'un pour tout vérifier. Il a soigneusement expliqué l'enquête. La photo d'école, la famille, la correspondance ADN. Puis il a dit tranquillement quelque chose qui m'a complètement anéanti. Emma, je pense qu'elle est aussi ma fille. Je l'ai regardée fixement. Quoi? Les dates, l'ADN, tout concorde. Pendant des années, j'avais cru qu'un autre homme aurait pu être le père parce que mes parents avaient manipulé mes souvenirs pendant l'une des périodes les plus sombres de ma vie. Maintenant, la science avait découvert la vérité. Daniel ne m'avait pas seulement perdu. Il avait sans le savoir perdu sa fille aussi. Nous avons pleuré ensemble pendant ce qui a semblé des heures. Aucun de nous ne pouvait s'empêcher d'imaginer tous les anniversaires que nous avions manqués. Les premiers mots, les premiers pas, le premier jour d'école. Chaque étape importante s'était produite sans nous. Quand nous nous sommes finalement calmés, Daniel m'a regardé avec une certitude totale. Nous ne l'emmènerons pas. J'ai immédiatement hoché la tête. Je ne ferai jamais ça. Nous voulons juste avoir la chance de la connaître. C'est suffisant.
La semaine suivante, nous avons rencontré une avocate de la famille spécialisée dans les réunions d'adoption. Elle a écouté attentivement avant d'expliquer nos options. L'adoption est permanente, a-t-elle dit. Vous ne pouvez pas la contester. Nous ne voulons pas, a répondu Daniel. Nous voulons simplement que la famille sache que nous sommes là s'ils sont ouverts à nous rencontrer. L'avocate a souri. Alors nous les contacterons respectueusement. Elle a rédigé une lettre soigneusement écrite expliquant tout. Nous n'exigions rien. Nous ne faisions pas de menaces légales. Nous ne demandions pas la garde. Nous demandions simplement une occasion de rencontrer la petite fille que nous avions aimée depuis le tout début. Puis est venue la partie la plus difficile, l'attente. Chaque jour, je vérifiais mon téléphone. Chaque notification de mail faisait battre mon cœur. Chaque heure sans réponse ressemblait à une autre vie. Je n'arrêtais pas de me poser la même question terrifiante. Et s'il disait non? Et si notre fille ne voulait jamais nous connaître? J'avais attendu près de 9 ans que l'espoir revienne. Maintenant, tout dépendait de la réponse d'une famille. L'attente m'a presque détruite. Chaque matin, je prenais mon téléphone avant même d'ouvrir les rideaux. Chaque numéro inconnu faisait battre mon cœur. Chaque notification de mail me remplissait d'espoir pour me laisser déçu une seconde plus tard. Daniel essayait de rester optimiste. Ils répondront, n'arrêtait-il pas de dire. Ils ont juste besoin de temps. Je voulais le croire. Mais après avoir attendu près de 9 ans pour retrouver ma fille, chaque jour maintenant semblait insupportable. 3 semaines après que notre avocate a posté la lettre, mon téléphone a finalement sonné. C'était notre avocate. Sa voix semblait calme. Ils ont répondu. Je pouvais à peine respirer. Qu'ont-ils dit? Il y a eu une courte pause. Ils aimeraient vous rencontrer. La pièce s'est mise à tourner. J'ai attrapé le bord du comptoir de la cuisine pour rester debout. Daniel a immédiatement compris à mon expression. Ils ont dit oui. Je ne pouvais même pas parler. J'ai simplement hoché la tête avant de fondre en larmes. Pour la première fois depuis des années, ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes d'espoir. 2 semaines plus tard, nous nous sommes rendus à la magnifique maison victorienne bleue des Turner. Plus nous nous approchions, plus la voiture devenait silencieuse. Ni Daniel ni moi ne savions à quoi nous attendre. Et si elle nous déteste, ai-je murmuré. Daniel a tendu la main et a serré la mienne. Alors nous respecterons ses sentiments. Et si elle ne veut plus nous revoir? Nous serons quand même reconnaissants pour aujourd'hui. La porte d'entrée s'est lentement ouverte. Sarah Turner a souri chaleureusement. Vous devez être Emma. J'ai hoché la tête nerveusement. Elle m'a serré dans ses bras avant même que j'aie le temps de réagir. Bienvenue. Ce simple geste m'a immédiatement dit tout ce que j'avais besoin de savoir. C'étaient des gens gentils. À l'intérieur de la maison, des photographies de famille couvraient les murs. Des récompenses scolaires étaient soigneusement rangées sur des étagères. Des dessins d'enfants décoraient le réfrigérateur. Chaque photo prouvait une chose. Notre fille avait grandi entourée d'amour. Au lieu de me sentir jalouse, je me suis sentie reconnaissante parce que pendant des années, j'avais prié pour que, où qu'elle soit, quelqu'un l'aime. Et quelqu'un l'aimait clairement. La thérapeute familiale a invité tout le monde dans le salon. Nous laisserons Olivia décider du rythme, a-t-elle expliqué. Si elle veut poser des questions, répondez honnêtement. Si elle a besoin d'espace, respectez-le. Nous étions tous d'accord. Puis le couloir est devenu silencieux. De petits pas ont résonné sur le plancher en bois. Mon cœur avait l'impression qu'il allait s'arrêter. Une fillette de 8 ans aux boucles sombres est lentement entrée dans la pièce, vêtue d'une robe lavande. Elle m'a regardé. Je l'ai regardée. Aucune de nous n'a bougé. Puis elle a souri. Tu es Emma? Ma voix fonctionnait à peine. Oui. Elle s'est approchée un peu plus. Je me demandais à quoi tu ressemblais. J'ai immédiatement commencé à pleurer. Moi aussi. Au lieu d'avoir l'air effrayé, Olivia a tendu la main derrière son dos et a sorti un grand album décoré d'autocollants colorés. J'ai fait ça pour toi. Je l'ai regardé avec confusion. Pour moi. Elle a hoché la tête fièrement. Il y a des photos de chaque année de ma vie.
Mes mains tremblaient en ouvrant la première page, des photos de bébé, son premier anniversaire, ses premiers pas, son premier jour de maternelle, un récital de violon, des concours d'art, des vacances en famille. Chaque page montrait une autre année que j'avais manquée. Elle s'est assise à côté de moi, expliquant soigneusement chaque photographie. C'est quand j'ai perdu ma première dent. Et c'est quand j'ai appris à faire du vélo. C'était ma pièce de théâtre à l'école. J'ai écouté chaque mot comme s'ils étaient des trésors inestimables. Puis elle est soudainement devenue silencieuse. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je veux te demander quelque chose. Tu peux me demander n'importe quoi. Elle a hésité. Est-ce que tu voulais me garder? La question a brisé tous les murs que j'avais construits autour de mon cœur. J'ai tendu la main vers sa petite main. Plus que tout. Alors, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Mes larmes ne voulaient pas s'arrêter. Je n'avais que 18 ans. Mes parents prenaient les décisions pour moi. Ils m'ont convaincu que je n'étais pas assez forte. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas un seul jour. Elle est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis elle a surpris tout le monde. Elle s'est penchée en avant et m'a serré dans ses bras. Ce n'était pas un long câlin, seulement quelques secondes, mais après près de 9 ans, c'était comme si je retrouvais ma fille. Daniel a tranquillement essuyé les larmes de son visage. Olivia l'a regardé. Alors, tu es mon père biologique? Daniel a souri. Je le suis. Elle l'a étudié attentivement. Je crois que j'ai tes yeux. Il a ri à travers ses larmes. Je crois que tu as raison. Tout le monde dans la pièce a souri. Plus tard, Olivia nous a fièrement montré sa chambre. Des murs violets, des pinceaux partout, un violon posé à côté de la fenêtre. Elle a montré un dessin encadré accroché au-dessus de son bureau. J'ai dessiné ça l'année dernière. Il montrait 4 silhouettes sombres se tenant derrière une petite fille. Je ne savais pas à quoi vous ressembliez, alors je vous ai juste imaginé. Je ne pouvais pas m'arrêter de le regarder. Toutes ces années, pendant que je croyais qu'elle m'avait oublié, elle m'imaginait aussi. Avant de partir cet après-midi-là, Sarah et Michael nous ont invités dans la cuisine. Nous avons toujours voulu qu'Olivia sache d'où elle venait, a expliqué Sarah. Nous n'avons jamais voulu qu'elle croie qu'elle n'était pas aimée. Michael a hoché la tête. C'est notre fille et elle sera toujours notre fille, mais nous croyons que les enfants peuvent avoir plus de gens qui les aiment. Daniel a souri. Nous ne sommes pas ici pour remplacer qui que ce soit. Nous sommes ici pour faire partie de sa vie. Cet après-midi-là, nous avons convenu de commencer lentement, des visites hebdomadaires, des anniversaires partagés, une thérapie familiale ensemble. Tout était axé sur le bonheur d'Olivia. En rentrant à la maison, j'ai regardé par la fenêtre avec le plus grand sourire que j'ai eu depuis des années. Pour la première fois depuis que j'avais 18 ans, mon cœur se sentait enfin entier. Mais ce bonheur n'a pas duré longtemps. À peine une semaine plus tard, ma mère a accidentellement vu Daniel se promener en ville en tenant la main d'Olivia. Elle les a suivis. Elle a découvert où Olivia vivait. Et en moins de 24 heures, mes parents préparaient déjà une dernière tentative pour détruire tout ce que nous avions reconstruit. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Laissez votre ville et votre pays dans les commentaires. Et si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de drames de la vie réelle inoubliables. Au moment où mes parents ont découvert qu'Olivia était revenue dans nos vies, ils ont déclaré la guerre. Pendant près de 2 semaines, mon téléphone n'a cessé de sonner. Quand je bloquais un numéro, ils appelaient d'un autre. Quand j'ignorais leurs messages, ils envoyaient des lettres. Quand je refusais d'ouvrir la porte, ils se présentaient quand même à mon appartement. Plus rien n'était interdit. Un samedi matin, quelqu'un a frappé à ma porte d'entrée si fort que j'ai cru qu'elle allait se briser. Daniel faisait les courses. J'ai regardé par le Judas. Mes parents. À la seconde où j'ai ouvert la porte, ils se sont frayés un chemin à l'intérieur sans attendre la permission. Ma mère a croisé les bras. Alors, tu as retrouvé la fille. Son nom est Olivia, ai-je répondu calmement. On se fiche de son nom. Mon père s'est avancé. Tu dois arrêter ça avant de détruire la vie de tout le monde. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ma vie a été détruite il y a 9 ans. Vous l'avez détruite. Ma mère a pointé son doigt vers moi.
Nous avons sauvé ton avenir. J'ai ri pour la première fois depuis des années. J'ai vraiment ri. Vous n'avez rien sauvé. Vous avez volé ma fille. Le silence a rempli l'appartement. Puis mon père a parlé. Si tu continues à voir cet enfant, nous dirons tout à Daniel. J'ai regardé directement dans ses yeux. Il sait déjà tout. L'expression confiante de ma mère a disparu. Quoi? Il connaît la grossesse. Il connaît l'adoption. Il sait que vous nous avez menti à tous les deux. Et il sait qu'Olivia est sa fille. Pendant plusieurs secondes, aucun d'eux n'a parlé. Puis ma mère a murmuré, impossible. Ce ne l'est pas. L'ADN l'a prouvé. Elle avait l'air vraiment secouée. Pendant des années, elle avait cru que sa version de l'histoire ne serait jamais remise en question. Maintenant, la science avait détruit chaque mensonge qu'elle avait construit. Avant de partir, ma mère s'est retournée une dernière fois. Si tu ne t'éloignes pas de cet enfant, tu perdras ta famille pour toujours. J'ai calmement ouvert la porte d'entrée. Je l'ai déjà fait. Quelques jours plus tard, mes parents nous ont invités à ce qu'ils ont appelé un dîner de paix. Daniel a immédiatement su que c'était un autre piège. Il prépare quelque chose. Je sais, mais si nous n'y allons pas, ils feront une scène encore plus grande. Alors, nous y sommes allés. La salle à manger ressemblait exactement à mes souvenirs d'enfance. Tout paraissait parfait. Assez parfait pour cacher quelque chose de laid. À mi-chemin du dîner, mon père a posé sa fourchette sur la table. Il y a des choses qu'un futur mari mérite de savoir. Daniel l'a regardé calmement. Je vous écoute. Mon père a souri. Emma est tombée enceinte d'un autre homme. Elle a essayé de le piéger. Quand il a refusé de l'épouser, elle a abandonné le bébé. Ma mère a ajouté, elle te ment depuis le début. Je suis restée complètement silencieuse. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que Daniel m'avait demandé de lui faire confiance. Il a doucement tendu la main et a tenu la mienne sous la table. Puis il les a regardés tous les deux. Je connais déjà la vérité. Mon père a froncé les sourcils. Non, tu connais sa version. Daniel a lentement ouvert un dossier sur son téléphone. Je connais la version documentée. Il a tourné l'écran vers eux. Résultat ADN, documents juridiques, email, lettres, tout. Je sais que vous avez intercepté la communication après l'adoption. Je sais que vous nous avez séparés. Je sais que vous avez menti pendant près de 9 ans. Aucun d'eux n'a pu répondre. Puis Daniel a tranquillement prononcé la phrase qui a tout changé. Et le week-end prochain, notre fille sera à notre dîner de répétition. Le visage de ma mère est devenu blanc. Tu n'oserais pas. Daniel a souri. Regardez-nous faire. Une semaine plus tard, près de 40 amis et parents se sont réunis pour notre dîner de répétition. Les parents de Daniel étaient là. Mes collègues de l'hôpital pour enfants, des amis proches de la famille, plusieurs membres de l'église, et assis près de l'entrée, Sarah, Michael et Olivia. Elle portait une magnifique robe blanche avec un ruban lavande assorti aux couleurs de notre mariage. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Mes parents sont arrivés en retard. Au moment où ils sont entrés dans la pièce, ils ont vu Olivia. Toute couleur a disparu du visage de ma mère. Le dîner a continué pendant un moment. Puis Daniel s'est levé pour porter un toast. Il a remercié tout le monde de nous soutenir. Il a parlé de seconde chance, de pardon, de vérité. Puis il a regardé vers l'entrée. Il y a une autre personne que j'aimerais que tout le monde rencontre. Olivia s'est avancée vers nous. La pièce est devenue complètement silencieuse. Elle s'est tenue à côté de moi et a souri. Salut tout le monde. Je m'appelle Olivia. Je suis la fille biologique d'Emma et Daniel, mais j'ai aussi une maman et un papa incroyables qui m'ont élevé, donc je suppose que j'ai la chance d'avoir 4 parents. Un léger rire s'est propagé dans la pièce. Puis Daniel a calmement tout expliqué. Pas avec colère, pas avec vengeance, seulement des faits. Comment nous avions été séparés, comment les mensonges avaient détruit notre famille, comment l'ADN nous a réunis, comment Sarah et Michael nous ont accueillis au lieu de nous craindre. Au moment où il a fini, de nombreuses personnes dans la pièce pleuraient. Sarah s'est tenue à côté d'Olivia. Nous n'avons jamais voulu remplacer Emma et Daniel.
Nous voulions simplement qu'Olivia grandisse entourée d'amour. Puis ma mère s'est soudainement levée. Cet enfant ne devrait même pas être ici. La pièce est redevenue silencieuse. Avant que quiconque d'autre puisse répondre, Olivia l'a regardé directement. Étais-tu la grand-mère qui ne voulait pas de moi? Personne ne respirait. Les lèvres de ma mère ont bougé, mais aucun mot n'est sorti. Olivia a continué tranquillement. Ma maman m'a dit qu'elle voulait me garder. Alors pourquoi ne l'as-tu pas laissé faire? Le silence est devenu presque insupportable. Un membre âgé de l'église s'est lentement levé. Je connais cette famille depuis plus de 20 ans. Elle a regardé directement mes parents. Et aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai honte de vous. D'autres ont commencé à parler aussi. Une de mes collègues a dit, Emma est l'une des infirmières les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Le père de Daniel a ajouté, nous avons gagné une fille aujourd'hui. Un autre ami de la famille a regardé mes parents. Vous avez passé des années à protéger votre réputation. Ils ont passé des années à reconstruire une famille. Personne n'a défendu mes parents. Personne ne croyait plus à leurs mensonges. Mon père a tranquillement pris son manteau. Ma mère a regardé la pièce une dernière fois. Elle a réalisé qu'elle avait perdu. Non pas parce que quelqu'un l'avait humiliée, mais parce que la vérité l'avait enfin rattrapée. Sans un autre mot, ils sont sortis. Les portes se sont refermées derrière eux. Et pour la première fois en près d'une décennie, je me suis senti complètement libre. Le lendemain après-midi, Daniel et moi nous sommes mariés. Olivia a descendu l'allée en tant que notre demoiselle d'honneur. À mi-chemin de la cérémonie, elle m'a regardé avec le plus grand sourire. Après les vœux, elle a couru et nous a serrés tous les deux dans ses bras. Le photographe a capturé ce moment exact. C'est toujours ma photo préférée. Quelques semaines plus tard, j'ai envoyé une dernière lettre à mes parents. Elle n'était pas remplie de colère, seulement d'honnêteté. Vous avez eu des années pour choisir l'amour au lieu du contrôle. Vous avez pris votre décision. Maintenant, je prends la mienne. Je vous souhaite la paix, mais vous ne ferez plus partie de ma vie ni de celle de ma fille. Ils n'ont jamais répondu. Les mois ont passé. La vie a lentement trouvé son rythme. Olivia a continué à vivre avec Sarah et Michael, exactement comme il se doit. Chaque mercredi, elle venait dîner chez nous. Tous les 2 week-ends, elle restait avec nous. La thérapie familiale nous a aidés tous les 6 à construire quelque chose de sain. Finalement, Olivia a créé ses propres noms pour tout le monde. Sarah est devenue maman Sarah. Je suis devenue maman Emma. Michael est resté papa Mike. Daniel répondait fièrement à papa Daniel. Un après-midi, alors qu'elle coloriait à notre table de cuisine, Olivia a souri et a dit, « Vous savez ce qui est vraiment cool ?» « Quoi ?» ai-je demandé. « Je n'ai pas une seule famille. J'ai une très grande famille. » Daniel a souri. Je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Aujourd'hui, les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir coupé mes parents de ma vie. La réponse est simple. Non. Je ne regrette pas de m'être éloigné de personnes qui ont choisi le contrôle plutôt que l'amour. Je ne regrette qu'une seule chose. Les années que nous avons perdues à cause de leurs mensonges. Mais ces années ne définissent plus notre avenir. Parce que les vraies familles ne sont pas construites uniquement par le sang. Elles sont construites par l'honnêteté, par le pardon, par le courage et par les personnes qui choisissent de se tenir à vos côtés lorsque la vérité éclate enfin. Si cette histoire est restée avec vous jusqu'à la toute fin, merci d'être là. J'aimerais savoir d'où vous regardez, alors partagez votre ville et votre pays dans les commentaires ci-dessous. Et si vous appréciez les histoires de famille émouvantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage que nous partagerons ensemble.